D'abord, je remercie l'Institut français d'avoir organisé cette deux journées et de m'avoir invité. Moi qui ne suis pas spécialiste des Balkans, loin de là, je suis simplement un observateur venant de la France et de la Turquie en même temps. Donc du coup, je peux avoir un regard croisé de l'Est et de l'Ouest, qui peut avoir des regards parfois paradoxaux. Alors, ce sera une introduction libre de mes constats, de mes réflexions, comme m'avait demandé Luc Lévy. D'abord, la question suivante, c'est comment préserver le principe d'intangibilité des frontières et la quête de l'homogénéité. C'est un problème que nous rencontrons dans une région marquée par l'imbrication des identités culturelles, des identités linguistiques, des identités religieuses, une millefeuille d'identités, et comment respecter la demande de reconnaissance des mémoires victimaires quand chacun ou chacune est un peu ou plus à la fois victime, un moment, et oppresseur de l'autre. Les Balkans n'est pas l'unique cas de la coexistence des multiples identités dans le monde. Les Caucases ne sont pas moins. Mais le terme de poudrière, à ma connaissance, a été utilisé pour les Balkans, particulièrement au départ, depuis plus d'un siècle, et est resté comme la particularité de cette région, en tout cas la perception qu'on a de l'extérieur des Balkans, les Balkans, c'est les poudrières. Ce problème, c'est que cette représentation de poudrière est aussi intériorisée dans les Balkans. Et donc, depuis les guerres balkaniques, il y a bien sûr l'héritage non liquidé de l'effet d'empire, il y a aussi l'héritage qui s'est ajouté de la période soviétique, celui de l'Empire austro-hongrois, l'héritage de l'Empire austro-hongrois, qu'on le rencontre encore dans les affres identitaires de la Hongrie, en tout cas d'une partie de la Hongrie, des dirigeants, mais surtout celui de l'Empire ottoman. L'organisation en termes de millet qu'on traduit comme nation, en fait, cette organisation en termes de millet, de nation, mais de nation définie par son appartenance religieuse et non pas l'appartenance ethnique linguistique, cette nation, cette organisation des communautés introduite par l'Empire ottoman, elle a pris par la suite une connotation, une signification ethno-linguistique, mais en même temps reste fondamentalement marquée par la religiosité. Ces logiques ethno-linguistiques se sont exacerbées au fil du temps, par réaction ou par imitation. Il existe aussi plusieurs traités, comme des guerres, qui continuent à hanter l'imaginaire social historique des Balkans. Le traité de Trianon, on l'a enfui, mais ça continue à travailler. Le traité de Neuilly, on l'a enfui, mais ça continue à travailler. N'oublions pas, avec des échanges volontaires de population entre la Grèce et la Bulgarie, un montant pas très important, mais quand même. Le traité de Tirana, le traité de Sèvres qui a été remplacé par celui de Lausanne et qui a débouché sur un échange forcé de population, cette fois-ci d'un niveau incomparablement plus important. 1 million d'orthodoxes de l'Anatolie ont été chassés obligatoirement et 400 000 musulmans de la Grèce sont arrivés. Plus tous les mouvements de population, des musulmans qui quittent progressivement la Yougoslavie, la Bulgarie et la Grèce. Et enfin, il y a aussi des tentatives d'accords intrarégionaux et qui ont été pulvérisés par l'arrivée des nazis dans la région. La petite entente, on ne l'entend plus maintenant, mais la petite entente qui a été
un accord entre la Yougoslavie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie qui est devenu caduque avec l'occupation de la Tchécoslovaquie par les Allemands. Le pacte balkanique en 1934, la Roumanie, la Yougoslavie, la Grèce, la Turquie, là aussi, ce pacte des tentatives a échoué après l'arrivée des nazis. Maintenant, depuis la dislocation de la Yougoslavie, une nouvelle ère d'instabilité avec le réveil des anciens conflits et des revendications enfuies traverse les Balkans. Les accords Dayton n'ont pas résolu le problème. Par exemple, dans le cadre de la Bosnie-Herzégovine, il y a une paix tout à fait bancale. On disait du Kosovo que c'est le dernier pouce balkanique au tournant du siècle dernier. Le pouce est toujours non fini et même explosif à certains égards. Et d'autres surgissent, notamment avec la nouvelle stratégie de la Russie qui occupe une partie de l'Ukraine et qui mène une guerre agressive avec une politique, une volonté d'occuper en réalité la totalité ou une partie très importante de l'Ukraine, qui augure très très mal sur l'ensemble de la région puisque ce problème va se transposer aussi en Moldavie, dont une partie est occupée par les pro-russes avec la présence de l'armée russe en Transnistrie. Des projets, des demandes d'échange de territoire sont toujours sur la table, encore aujourd'hui, entre la Serbie et le Kosovo, par exemple. L'ancien Premier ministre slovène, bien que cette information ait été démentie, mais par la suite, l'ancien Premier ministre slovène, János Janša, quand il était au pouvoir, avait fait préparer un programme de redéfinition des territoires dans l'ensemble de la région. Ça a été heureusement immédiatement enfui, mais c'était explosif. Ça concernait la Serbie, ça concernait l'Albanie, ça concernait le Macédoine, ça concernait le Monténégro, et évidemment avec plusieurs démons qui sont susceptibles d'être éveillés, si ce n'est pas déjà éveillé, c'est-à-dire la Grande Serbie, c'est-à-dire la Grande Albanie. Samedi dernier, Aleksandar Vučić a réuni à Belgrade le sabor national pan-serbe, avec les présences de gouvernements de Serbes de Bosnie-Herzégovine. Ce sabor national pan-serbe, c'est une vieille tradition ancienne de pan-serbe qui, vous comprenez bien les conséquences. La tension qui se rallume de nouveau au sujet du statut de Macédoine, pas simplement du côté de la Grèce, pas simplement du côté de la Bulgarie, mais le nouveau Premier ministre macédoine, premier président macédoine, commence à remettre en cause l'accord qui a été, en tout cas verbalement, l'accord qui a été mis en place avec la Grèce, qui a résolu au moins le problème d'adhésion de Macédoine à l'OTAN. Statut de Macédoine. Macédoine du Nord, Macédoine bulgare, Macédoine historique. La partition de Bosnie-Herzégovine n'est pas disparue de l'horizon des possibles, au moins pour une partie de sa population. En Turquie, nous avons connu aussi les mêmes problèmes, mais cette fois-ci sur la base essentiellement ethnique, le problème kurde. Mais dans le passé, nous avons aussi, évidemment, connu des pogroms, un génocide arménien, le pogrom des Grecs orthodoxes, le pogrom des Arabes syriaques, le pogrom des Alévis en 1938. Donc, nous avons une région où les identités et les mémoires, ce sont deux notions qui sont entremêlées et surtout exacerbées. Cette exacerbation alimente les représentations sur le chaos balkanique, peut-être aussi pour le chaos turc qu'on peut ajouter, bien que ça donne l'impression d'un État beaucoup plus stable, beaucoup plus assis dans sa tradition étatique et militaire. Mais en même temps banalise comme un peu une forme
d'existence naturelle, cette exacerbation des identités et des mémoires. L'illusion identitaire, c'est Jean-François Bayard, en 1996, je crois, avait publié un ouvrage qui s'appelait « L'illusion identitaire », une illusion ethnique, une illusion nationale, culturelle, religieuse, certes, mais une illusion qui produit du réel en même temps. Donc une illusion qui n'est pas illusoire. Une illusion qui produit du réel, est-ce que c'est simplement une illusion? La mémoire désigne dans les Balkans des problèmes, des phénomènes, des signes et des lieux qui relèvent souvent d'un même phénomène du passé, mais revendiqués par des identités conflictuelles. Le cas entre la Bulgarie et la Macédoine sur qui est le héros appartient à quel côté est très significatif de ce point de vue, en termes de lieu de mémoire, ou les signes historiques. Les identités nationales sont ainsi essentialisées par l'intermédiaire des mémoires portant sur des adversités historiques, et réciproquement. La mémoire de la paix, comme ce matin Monsieur le ministre nous rappelait, la mémoire de la paix est très importante, certes, mais la mémoire, ce n'est pas simplement de la paix, la mémoire aussi, celle des victimes, celle de guerre, celle d'affrontement, d'expulsion, d'oppression. Et ces mémoires-là, quand ils reviennent et quand ils restent, ces mémoires-là sont producteurs d'autres violences. Il y a eu 2 tentatives de création dans la région d'une identité citoyenne supracommunautaire. La première, c'était l'ottomanisme. Ça a duré très peu, ce fut un échec de créer une identité citoyenne ottomane. Les jeunes Turcs ont essayé au tournant du XXe siècle, et ça a duré quelques années après la révolution jeune turque de 1908, et très rapidement, chacun a tiré les identités nationales et les jeunes Turcs paniquaient pour l'unité de l'Empire ottoman, ont massacré, par exemple, eux qui défendaient la citoyenneté ottomane, ont massacré, par exemple, les Arméniens quelques années après, en 1915. Il y a eu deuxième tentative, l'identité yougoslave. Là aussi, c'était une identité supracommunautaire. Ça n'a malheureusement pas marché. Ça aurait pu marcher peut-être, et on peut toujours trouver des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, parce que c'était la Grande Serbie qui était cachée derrière, selon certaines. Selon d'autres, c'était parce que l'identité nationale primait toujours sur cette identité yougoslave. Il reste encore des gens qui revendiquent leur identité yougoslave plus que leur identité nationale, mais ils sont maintenant d'abord vieux et deuxièmement très âgés. On constate néanmoins un continuum de vieilles rivalités nationales, la création des couches de dirigeants et des tribuns nationalistes qui utilisent l'identité comme ressource politique et contaminent en même temps par leur rivalité des larges masses de la population. Résultat, surenchère de nationalisme qui débouche sur des nationalismes extrémistes. Identité et mémoire sont aujourd'hui, comme il y a un siècle, des ressources politiques porteuses, et la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine alimente le retour de la hantise. Un tourbillon de repolitisation des identités avec le danger d'un retour aux prétentions irrédentistes par des prétextes historico-mémoriels. Le concept d'espace vital, Lebensraum, de funeste mémoire, est parfois de retour. Il y a une tendance à essentialiser les dimensions culturelles, faire de culture le vecteur principal de politique et créer des récits nationaux adverses. En même temps, il y a aussi une réelle interaction entre les mémoires individuelles et les mémoires collectives. Tout n'est pas illusion, je disais. Les identités ne sont pas toujours factices. Il existe même une surenchère des identités victimaires, à tel point que souvent aujourd'hui, tous les fragments de la société se considèrent être victimes d'une autre composante de la société et non pas de l'étranger, revendiquent la reconnaissance de son statut victimaire. Le spectre victimaire hante les Balkans, on peut le dire,
Maria Todorova, quand elle a publié son livre « Imaginez les Balkans », commençait son ouvrage en 1994, vous vous rappelez, en prenant la fameuse première phrase du manifeste communiste. Mais au lieu du communisme, elle mettait en 1994, son ouvrage commençait par cette phrase « Un spectre hante la culture occidentale, le spectre des Balkans ». Mais aujourd'hui, nous dirons, c'est le spectre victimaire qui hante les Balkans, mais peut-être plus que les Balkans, l'Europe occidentale aussi, vu les résultats des élections dimanche dernier. La hantise, comme vous savez, n'est pas seulement le retour du passé. C'est aussi le futur que le passé anticipe, mais qui ne revient jamais. La montée quasi simultanée des extrêmes droites, des nationalismes radicaux et la capacité du gouvernement autoritaire ou autocratique à consolider leur pouvoir avec le consentement de l'électorat sont les résultats du non-événement du futur promis. On le voit dans les Balkans, on le voit en Russie d'une certaine manière. La nostalgie du passé, par exemple dans les anciens pays du bloc communiste, et la peur du futur sont en grande partie liées à la hantise qui surgit du non-événement, de non-avènement. Pendant que le passé est détruit, l'avenir promis disparaît de l'agenda social. Cela ouvre un boulevard devant les postures identitaires, devant les prétendants protecteurs, les strongmen, comme on dit. Mais en même temps, le problème victimaire, c'est un problème qui met une surenchère. Et là, je voudrais vous illustrer par une expérience personnelle. J'ai été parmi quelques collègues en Turquie en 2008 à l'initiative d'une pétition lancée publiquement pour demander pardon aux Arméniens. Il y a eu des réactions, mais il y a eu aussi des signatures. Et évidemment, dans ma famille, les gens ont commencé à m'accuser. Et surtout du côté de la famille de ma mère, qui sont des réfugiés de Kırcaali en 1880, des réfugiés de Xanthi en 1914. Les deux, ce sont des branches réfugiés des Bulgares en même temps, y compris en Xanthi. Et ils ont dit, mais Ahmed, tu demandes la reconnaissance, la demande de pardon aux Arméniens, mais nous. Jusque-là, jamais ils m'avaient demandé, expliqué les faits qu'ils ont connus ou qu'ils se rappellent d'avoir connu d'être chassés dans la région. Un siècle après, même un peu plus, devant la revendication de reconnaissance du génocide arménien que je défendais, autour de ma famille, tout le monde commençait à demander le pardon pour être chassé des Balkans il y a un siècle, plus d'un siècle même. C'est ça la surenchère victimaire. Et en Turquie, tout le monde est victime en même temps de tout le monde, y compris les militaires d'aujourd'hui se considèrent comme victimes alors qu'ils ont été pendant longtemps, avec des coups d'État, les principaux bourreaux. Les sunnites se considèrent comme victimes historiques du kémalisme. Maintenant, les kémalistes se considèrent comme les victimes des islamo-nationalistes au pouvoir. Les nationalistes se considèrent comme des victimes des élites occidentalisées. Les occidentalisés modernistes se considèrent comme des victimes des musulmans conservateurs. Les chrétiens sont victimes de tous les Turcs. Les Kurdes sont victimes des... Les Kurdes se considèrent comme victimes des Turcs. Les Turcs qui sont alévites se considèrent comme victimes des Turcs sunnites. Vous voyez, une épaisse couche de victimaire qui fait que quand vous posez la question d'une reconnaissance, il surgit de tous les côtés d'autres reconnaissances et qui sont en compétition. Et donc, du coup, faire société dans ce cadre devient extrêmement difficile. Ou décréter une journée générale de toutes les victimes, peut-être, pour pouvoir résoudre ce problème. Alors, la hantise n'est pas seulement le retour du passé, je disais, c'est aussi le futur que le passé anticipe et qui ne revient jamais. Et cette nostalgie du passé travaille de très très près dans les Balkans, dans l'Europe occidentale en partie aujourd'hui, et
est source, malheureusement, du retour des pouvoirs autoritaires. Les revendications identitaires sont réelles. Il ne faut pas dire qu'ils sont simplement illusoires. L'imaginaire social historique, je ne défends absolument pas ça, mais personnellement, je ne suis pas du tout identitariste, mais l'imaginaire social historique n'est pas que l'imaginaire. L'imaginaire social historique produit du réel. C'est Castoriadis qui nous a appris ça depuis très longtemps. Donc, les revendications identitaires s'emballent, les mémoires s'enflamment, chacun perçoit la revendication de l'autre comme une menace à sa propre existence. Pour terminer, je dirais, et ce sera le débat de la deuxième séance après nous, ce sera peut-être le projet européen offre, ou peut-être nous dirons offrait jusqu'à quelques jours, le projet européen offre une solution pour créer une identité commune, politique, culturelle, susceptible de faire coexister les identités ethno-nationalistes en rivalité et peut-être enfin chasser la hantise engendrée par l'autre proche et les mémoires victimaires. Mais est-ce que l'Europe occidentale, est-ce que les fondateurs de l'Union européenne seront capables d'abord de chasser leur propre hantise? Nous verrons.